Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Un duo de débatteuses 100% féminin ce soir, féminine. Sarah Salman, Charlotte Dornelas, on a entendu le point sur l'actualité de Maëlle Laurent. Donald Trump, bon, c'est plus des muscles qu'il sort. Là, c'est vrai qu'on peut commencer à s'inquiéter. Donald Trump qui veut mettre ses menaces à exécution, imposer de nouveaux droits de douane. Alors, ça peut aller jusqu'à 25% sur les produits d'une série de pays européens, jusqu'à la vente totale du Groenland. Il l'annonce sur son réseau social en indiquant donc la date du 1er juin. Emmanuel Macron qui répond ce soir: aucune intimidation ni menace ne saurait nous influencer, ni en Ukraine ni au Groenland. Les menaces tarifaires sont inacceptables. Ça barde, Sarah Salman. Je ne suis pas sûre que Donald Trump soit effrayé par les déclarations de M. Macron, très honnêtement. Après, c'est quand même un peu singulier ce que fait Donald Trump. Moi, j'étais pas du tout pour le Venezuela, ce qu'il a fait, mais là, encore moins. Je rappelle que les deux font partie de l'OTAN, donc je ne sais pas ce qu'il fait de cette alliance. Manifestement, il s'assoit dessus. C'est une situation assez inédite, mais en plus, il écoute absolument personne, puisque aux États-Unis, la majorité de la population est contre. Là, il n'a même pas l'excuse qu'il avait pour le Venezuela. Même chez les Républicains. Oui, y compris chez les Républicains, effectivement. Donc, bon. C'est vrai que Charlotte Dornelas, si on n'avait pas tendance à le prendre au sérieux, on ne s'inquiéterait pas, mais c'est vrai que c'est quand même inquiétant, ces déclarations. Quand on connaît il y a plusieurs niveaux de lecture. En effet, quand vous voyez que d'abord, le Groenland n'a pas été cité une seule fois dans la campagne présidentielle américaine, ça n'a jamais été un sujet, si ce n'est au moment où Donald Trump est élu et qu'il parle d'abord d'un deal quasiment personnel avec le Groenland, tout le monde le prend à la blague et ça devient une obsession chez Donald Trump, c'est clair ces derniers temps, contre l'avis de la population américaine, mais surtout à l'intérieur de son parti, de plusieurs sont allés le voir pour lui expliquer qu'ils ne comprenaient pas, on va dire, ce ressort. Et moi, j'ai entendu, et ça m'a semblé pas complètement idiot comme hypothèse, dans son entourage, de gens qui précisément expliquent que Donald Trump essaye d'affaiblir considérablement l'OTAN, auquel il n'a jamais souscrit. Franchement, il n'a pas arrêté de dire aux Européens qu'il fallait payer plus, que les États-Unis allaient arrêter de payer pour la sécurité des Européens, qu'il fallait qu'ils se débrouillent tout seuls. Souvenez-vous d'Emmanuel Macron qui parlait il y a quelques années de l'OTAN en état de mort cérébrale quand même. Donc on en était là à ce moment-là. Donc est-ce que c'est finalement l'objet, on va dire, du divorce consumé sur le sujet du Groenland? Peut-être. La deuxième chose, c'est qu'en effet, Emmanuel Macron répond en disant c'est inacceptable. Mais vous savez, il le dit aussi beaucoup sur le terrain français. On peut ne pas être expert en géopolitique et se rendre compte que nos autorités passent leur temps à expliquer que c'est inacceptable et que malheureusement, on continue non pas à l'accepter, parce que c'est compliqué quand on a un personnage comme ça. Le problème, c'est que c'est la fin de l'OTAN après. Non, mais il y a la question de la fin de l'OTAN, mais il y a plus grave. Je veux dire, il y a pas seulement la question de la fin de l'OTAN qui se joue ici. C'est la question de la puissance européenne, française évidemment, mais même européenne à l'échelle du monde, dans le rapport de force, puisque ça n'est plus que ça, qui est en train de se dessiner partout sur le globe. Et on voit bien, moi, il y a une image qui m'a absolument fascinée ces derniers jours, c'est qu'au moment où tous les empires se reconstituent, en tout cas dans la parole et dans la manière de se positionner, c'est vrai de l'Inde, en passant par la Turquie, par la Russie évidemment, par les États-Unis, vous avez Ursula von der Leyen au Paraguay qui se réjouit d'un accord de libre-échange et qui explique à la tribune que ça n'est que le début d'accords de libre-échange plus vastes encore. Elle évoquait notamment l'Inde. Et on voit bien que l'Europe est restée sur une vision du monde et de sa place dans le monde des années 90 aux années 2010, on va dire, et que le reste du monde change. Vous avez raison, Charlotte. D'ailleurs, j'allais y venir à cette image un petit peu décalée. Il n'empêche, quand on voit ces puissances qui sortent de l'état de droit, est-ce qu'on emploie finalement les mêmes méthodes? C'est ça, vous qui êtes avocate, juriste, Sarah Salman. Il s'assoit complètement sur le droit international. Après, il y a un moment, soit on estime que la jurisprudence du droit international doit évoluer, et c'est ce que lui peut-être met en avant par rapport au Venezuela. Et encore, moi je trouve ça très discutable. Soit on estime qu'il faut des sanctions, lesquelles, lesquelles les sanctions, c'est le parti sont inefficaces. Charlotte a raison, c'est le parti. Parce que la question du droit international, qui est en effet la version internationale de l'état de droit en France, il y a la question de l'évolution qui peut se poser collectivement. Mais là, on n'est pas dans une discussion collective sur l'évolution possible du droit
et des règles de droit qui s'imposent à la communauté internationale. On a de plus en plus de pays qui s'en affranchissent ouvertement, qui revendiquent cet affranchissement, et on revient. Ce qu'il faut que les Européens comprennent, qu'il faut que nous, on comprenne, c'est que la gestion du monde par le droit international et dans une autre mesure par le commerce était une parenthèse dans l'histoire de l'humanité. On est en train de revenir à des rapports de force dans lesquels l'Europe a du mal à se positionner parce qu'en effet, nous, on réagit sur le terrain qui est le nôtre, à savoir celui du droit international. Et en effet, on peut commenter toutes les dernières décisions, notamment de Donald Trump. Bon, alors après, l'histoire des Américains avec le droit international, c'est un peu particulier. On peut faire un livre en 9 tomes, même sur ces dernières années. Donc cette question-là, aujourd'hui, moi je pense que la question fondamentale qui se pose à l'Europe, qui réagit en effet de manière guerrière, brutale dans les déclarations ces derniers jours, et sans doute à raison par rapport à l'idée que l'on se fait en effet des interventions ici et là du président américain ou même d'autres pays actuellement qui font l'actualité internationale. Mais la question qu'il faut qu'on se pose, c'est qu'est-ce que l'on propose dans cette nouvelle configuration. Honnêtement, il faut qu'on soit un peu réaliste sur notre puissance. On ne peut rien faire sans les Américains en Ukraine. 15 militaires au Groenland à ce stade. C'est plutôt symbolique qu'autre chose. Mais voyez, mais symbolique de quoi? Moi, c'est ça la question. C'est que à la limite, la symbolique peut être importante dans la gestion diplomatique du monde. Donc, mais là, on se dit, Donald Trump qui a entre 150 et 200 soldats à temps plein, et c'est pas Donald Trump qui les a, ils y étaient avant lui. Oui, absolument. Au Groenland, ils ont une base militaire. Il explique qu'il veut acheter le Groenland. On pense ce qu'on veut de la situation, mais maintenant, comment on réagit à la réalité de cette situation? Quoi qu'on en pense. Comment est-ce qu'on réagit à ça? On réagit sur le terrain militaire en disant on envoie des soldats, évidemment pas pour faire la guerre. On sait pertinemment que si par hasard les États-Unis envahissaient le Groenland, on rappellerait nos soldats immédiatement. Donc en effet, c'est symbolique. Mais symbolique de quoi? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on propose en fait? Ces soldats sont là pour protéger quoi? Quelle est notre place? Comment est-ce que l'Europe se positionne sur le terrain du Groenland, mais de manière plus étendue le discours dans le reste du monde lors des vœux aux armées. Bon, voilà la réponse. Ressort pas grand-chose. Il en ressort une volonté de puissance, c'est très bien. Encore une fois, on parle de l'Europe de la défense, dont on voit toujours pas le jour. Non, mais ce sont des mots dans les actes, voilà. Et puis la France de la défense, oui, à notre porte-avions, on a un peu besoin des Américains, donc j'aimerais bien savoir ce qui va devenir si les Américains nous tournent le dos et qu'ils veulent plus nous vendre ce dont nous avons besoin. En matériel américain pour construire ce porte-avions. Vous voyez, ça se pose vraiment dans des... Et par ailleurs, que va-t-on faire du dossier ukrainien si on se brouille avec les États-Unis de manière définitive, notamment à l'échelle militaire? Donc toutes ces questions-là, elles sont nécessaires. Et moi, je vois depuis quelques jours, mais parfois, franchement, ça me fait plus de peine qu'autre chose. Je vois depuis quelques jours des autorités européennes, françaises à notre échelle et européennes plus largement, qui réagissent en s'indignant de la sortie d'un monde que nous sommes les derniers à défendre. Quand le monde entier réagit différemment de vous, quand vous on vous adaptez. Est mal élevé, est-ce qu'on est en face, vous avez des gens mal élevés qui ne respectent pas les règles? Est-ce que vous... Non mais attendez, les règles... c'est la même manière dont on élève ses enfants. Est-ce que mais c'est la même vous dites question. À vos enfants, attention, reste bien élevé et garde tes valeurs? Je pense que c'est pas comme ça. Ou tu t'adaptes aux voyous que tu as en face. Je pense que c'est moins comme ça que la question doit se poser, parce que sinon c'est pareil sur l'état de droit à l'échelle française et ça nous fait péter des câbles tous les jours en fait. Quand on nous explique, bah non, on peut pas protéger la dame qui vient de se faire agresser parce que c'est l'état de droit. Ça n'a aucun sens. On se dit non, la protection de cette dame, je prends un exemple précis pour l'exemple, mais la protection de cette dame vaut que l'on se pose la question de l'évolution. Les règles, elles sont pas de droit divin, ni à l'échelle internationale, ni à l'échelle nationale. Donc elles évoluent, et là en l'occurrence, elles évoluent par la force et à nos dépens. Donc on peut continuer, mais c'est vrai, c'est sans doute malheureux dans beaucoup de dossiers. Simplement, nous, on ne peut pas continuer à dire non, mais nous, on préfère faire comme avant. Mais si plus personne ne fait comme avant et que plus personne n'est d'accord avec les règles qui sont en place, vous devez être force de proposition sur les nouvelles règles. Et anticiper un minimum, ce serait bien. Anticiper, évidemment. Et par ailleurs, avoir la mesure de votre force dans le jeu international. Parce que depuis quelques années, il y a plein de bonnes idées. La coalition contre le Hamas, sauver l'Ukraine, faire la guerre à la Russie et maintenant faire la guerre aux États-Unis. Moi, je veux bien. Mais regardez, on va avoir un peu de mal. On n'arrive même pas à avoir un budget. Alors, on ne va pas rester 2 heures sur le budget. Je sais combien vous aimez ce sujet. Ça fait depuis septembre. La France est assez faible, que ce soit à l'échelle du monde ou à l'échelle même de l'Union européenne. Être fort si à l'interne, au national, au niveau national, vous n'arrivez même pas à avoir un budget, vous voyez, une majorité.
Mais même au-delà de ça, sur le Groenland, moi j'aimerais savoir que ce soit Emmanuel Macron, mais je suis pas sûre que ce soit une ambition non plus pour Emmanuel Macron, le Groenland, mais à l'échelle européenne, via le Danemark, quel est le projet? Qu'est-ce que proposent les États-Unis? Ils ont un projet, hein, on en pense qu'on en veut, mais ils ont très clairement un projet, exploiter le Groenland. Les Groenlandais expliquent qu'ils préfèrent aujourd'hui se tenir à l'écart des États-Unis. Le Danemark explique qu'ils veulent garder le Groenland. Et l'Europe défend quoi exactement? On ne le sait pas. La souveraineté européenne. Oui, c'est ce que je comprends aussi. Oui, mais la c'est souveraineté européenne, pourquoi faire? Mais oui, c'est ça en fait le problème. C'est que je vois des postures. Et les postures sur le terrain moral, c'est très bien, mais la géopolitique se fait rarement sur le terrain moral. Elle se déguise parfois derrière la morale, mais elle se fait rarement pour cette raison. Or, j'ai l'impression que, notamment en raison de la parenthèse historique gérée par le droit international, que nous avons même peur nous-mêmes de nos propres intérêts. C'est vrai à l'échelle française, c'est vrai à l'échelle européenne. Et donc, on n'arrive déjà pas à les définir et non plus à les acter. Donc moi, c'est ça vraiment qui me frappe ces derniers jours. Et là, honnêtement, et là, pour le coup, ça me fait vraiment de la peine quand je vois le président de la République française, quoi que j'en pense par ailleurs, à l'échelle du monde, et c'est lui enfin, je suis française, hein. Donc, quand je vois Emmanuel Macron répondre à Donald Trump, c'est inacceptable, alors qu'on sait tous, et lui aussi, que si Donald Trump dit vous êtes mignon, mais en fait c'est comme ça, et ben ce sera comme ça. D'habitude, Emmanuel Macron se fait insulter par Donald Trump et il répond pas. Donc bon. Oui, c'est vrai, il quelque répond. chose. Non mais c'est vrai, il répond. Non mais par ailleurs, c'est normal de répondre, que les choses soient claires. Je suis pas en train de lui reprocher de répondre. On lui reprocherait même de ne pas répondre. Non mais c'est normal qu'il réponde. Maintenant, que vaut cette réponse? Oui, c'est ça, mais ça vaut rien dans les actes. Mais c'est vrai que c'est un tel changement d'ordre, hein, parce que là, en effet, c'est sûr que c'est un peu l'accélération de l'histoire là. Oui. Bon, écoutez, et puis en Iran aussi, accélération de l'histoire, même si pour l'instant, pour le coup, Donald Trump ne met pas ses menaces vraiment à exécution.